Christophe Tournier, bonjour. Nous sommes sur une chaîne internet qui s'appelle ImproViews. On est là pendant 1 heure environ. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Christophe Tournier, franco-suisse, je suis né à Grenoble, j'ai plus de 60 ans, j'ai fait mon premier match en 91, j'habite à Genève depuis, je suis né à Grenoble, j'habite à Genève depuis une trentaine d'années. Et aujourd'hui tu continues à jouer? Quelle est ton activité aujourd'hui? Alors je ne joue plus, on aura l'occasion d'y revenir sans doute dans le parcours chronologique. Non, je ne joue plus pour différentes raisons personnelles et puis le hasard. Cela dit, j'ai fait un stage dernièrement avec Laurent Mazet sur l'écriture de plateau. On est comme un gamin avec l'impro, hein. Je n'avais pas joué depuis longtemps, c'était magique. Christophe, je pense que tu es la personne probablement la plus connue de tous les improvisateurs de France à travers de créations, enfin deux œuvres littéraires. Et pour autant, on connaît peu ton parcours. Ça commence quand? Quelle année? Merci de me donner l'opportunité de le raconter. Peut-être qu'il y aura des choses originales, des choses très banales, mais en tout cas, le mien commence à Grenoble. J'ai passé toute mon adolescence et enfance à Grenoble. Et je jouais au foot, et il n'était pas question que je fasse du théâtre. J'étais un simple spectateur de théâtre. À Grenoble, on passait dans les années 70 à faire des manifestations. J'ai beaucoup manifesté pour l'avortement, pour d'autres choses aussi, mais je pense que ce sont les manifestations auxquelles j'ai le plus participé. Le lycée aussi, on avait occupé le lycée plusieurs nuits. C'était une période assez dense. Et moi, je jouais au foot. Il n'était pas question de faire du théâtre. J'étais spectateur de théâtre, par contre. Il y avait deux théâtres qui était à Grenoble. Il y avait le théâtre de Georges Lavaudan, qui est très connu maintenant, qui jouait dans une petite salle à Grenoble, que j'allais voir de temps en temps, puis qui avait joué Palazzo Mental, qui est une pièce mythique. Et puis il y avait le Théâtre Action, qui est un théâtre engagé, un petit peu gauchiste, dirait-on, mais très très bon. Donc on se partageait entre les deux, et puis j'étais plus proche des gens du Théâtre Action, à l'époque, qui était plus abordable, mais c'était sympa. Mais moi, le foot, c'était la seule chose qui comptait. Et comment, du coup, on vient au théâtre, à l'impro? Alors, effectivement, comment je crois que la chose, ce qu'il faut voir aussi, c'est que je suis ingénieur en informatique, j'ai fait des études scientifiques, disons. Et donc, j'ai toujours privilégié, je suis un amateur pur, j'ai toujours privilégié mon travail. J'ai travaillé dans plusieurs multinationales, je viens de finir ma carrière il y a 1 an, mais j'ai travaillé dans des multinationales, dans plusieurs appartements dans plusieurs pays. Je me suis régalé dans mon métier d'informaticien. Chaque fois, c'était différent. La vie de bureau, j'adorais ça. Et on voyageait beaucoup. C'est comme ça que j'ai connu Second City à Las Vegas. J'ai été à Islamabad faire des cours d'informatique, en Égypte. Donc, c'était une période très, très dense aussi, du point de vue de ma carrière. C'est pour ça que écrire un livre, on le verra tout à l'heure, et puis faire de l'impro, c'était toujours, pas toujours facile, mais l'impro était une facilité. C'est-à-dire qu'il était très difficile de faire du théâtre. Vous ne pouvez pas imaginer faire une dernière répétition, une générale, jusqu'à 2 h du matin pour jouer le lendemain, sachant que vous avez peut-être un client à voir à 9 h du matin. Donc, de toute façon, l'impro, avec les horaires qui étaient réguliers, permettait de jouer de la scène. Et on est en quelle année à peu près? Alors, là, je suis toujours dans les années 80. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis allé voir une pièce de théâtre à Strasbourg, montée par Jean-Pierre Vincent, c'était un Shakespeare, Peine d'amour perdue. Et là, j'ai eu un flash. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire, tellement magique. J'en avais les larmes aux yeux. Je trouvais magique. Donc, 6 mois plus tard, je suis revenu à Grenoble pour mes études et je me suis installé, je me suis mis dans un atelier de théâtre. Mais j'avais 25 ans à l'époque. Donc, j'avais jamais tout. Et puis, je me suis régalé. On a fait beaucoup d'impro. Il y a une personne de la Ligue, d'ailleurs, qui était venue. C'était là, début des années 80, je pense. Et j'ai quitté le football ainsi. Après, je me suis retrouvé au Maroc. Et j'ai continué le théâtre au Maroc. J'ai joué le Prince travesti de Marivaux, ce qui était magique, là encore, avec le Prince travesti de Marivaux. Il était monté par un metteur en scène professionnel.
Et on a voyagé dans tout le Maroc, joué le théâtre de Meknès, Safif, Rabat. C'était aussi magique de se balader dans le Maroc. Et puis on avait du monde. Les Marocains adorent le théâtre. Et puis la langue de Marivaux était fascinante, c'est-à-dire qu'il y avait des heures de répétition. Et moi, j'avais un petit rôle en tant que débutant. Je jouais l'ambassadeur. J'apparaissais, disons, 30 minutes. Je n'avais pas un très grand rôle. Et donc, j'écoutais le texte pendant des heures. J'écoutais les autres, puisque j'arrivais sur la fin, on répétait, et jamais je me suis ennuyé. Le texte de Marivaux était si extraordinaire que je n'ai pas une seconde d'ennui pendant tous ces mois de répétition avant qu'on aille jouer. Ensuite, on a joué du Courteline, on a commencé à jouer Haute Surveillance, qui était extraordinaire, de Jean Genet. J'ai le souvenir aussi, là encore, d'être, happé par le texte. On travaillait à la table, et puis j'avais l'impression véritablement que le personnage me pénétrer comme ça des pieds de A à Z. Donc j'avais une vision magique du théâtre après ces petites expériences. Je suis arrivé à Paris et là, j'ai dû commencer ma carrière. J'ai arrêté le théâtre parce que en plus je ne me voyais pas jouer Haute Surveillance à Paris comme ça. Il y avait moins de troupes d'impro encore, c'était 87, 88. J'ai fait quelques petits ateliers d'impro, mais j'avais pas trop le temps, c'était pas évident. C'était quelle troupe à Paris? J'ai aucun souvenir. C'était un petit atelier, c'était même pas une troupe. Et par contre, j'ai le souvenir d'avoir regardé sur FR3 la finale du mondial d'impro entre la France et le Québec, à 10h, je crois que c'était sur FR3 en 86. Des choses comme ça qui me rattachaient. Et puis, donc j'ai laissé tomber, je ne faisais pas du tout de théâtre, un peu de football, beaucoup de VTT à cette époque. Et puis tout d'un coup, habitant Genève, je vais voir un match d'impro. Il y avait un match d'impro à la MJC d'Annemasse et c'était deux équipes suisses de Genève qui se rencontraient. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on n'est plus du tout dans ce cadre-là, mais c'est un véritable désert, non pas médical en France, mais un désert d'improvisation. Donc sans doute les Français de Haute-Savoie venaient-ils voir quelques Genevois faire de l'impro à la MJC d'Annemasse. Donc c'était assez drôle. Et là, 2 jours après, je suis allé répéter avec eux, je suis reparti, et j'ai fait mon premier match en décembre 91 face à une équipe française à la MJC d'Annemasse aussi. Et là, après, les choses se sont plus arrêtées. Mon professeur était Rachel Raymond, qui avait fait le mondial 82 avec l'équipe suisse. Et je suis resté avec elle pendant des années. Elle était très généreuse. Elle est toujours. Hein. Elle préparait ses cours très très bien. Et j'ai commencé un petit peu à me poser des tas de questions aussi parce qu'il me manquait des choses. Je me sentais un peu frustré. Comment ça s'est passé, la vue justement de ton premier spectacle d'impro, et comment ça se passait à l'époque, qu'est-ce que tu avais comme vision du paysage de l'impro à ce moment-là? Alors, le match, impro égale match. Impro, il n'y a que ça. C'était aussi le but de mon livre, du premier, c'était de démystifier un petit peu tout ça, de retrouver un peu les vérités, même si... Mais le match d'impro, c'était la seule façon de faire de l'impro dans l'idée qu'on avait en 91, d'autant plus. Et puis, il y avait beaucoup des troupes professionnelles qui venaient de temps en temps faire un super match, on repartait, et donc il n'y avait rien. Et quand j'ai commencé à jouer autour de Genève, on était 2 équipes à Genève qui se rencontraient, 2-3 équipes, et en Haute-Savoie, il y avait 7 équipes qu'on avait rencontrées en France, qui est devenu le théâtre tout-terrain, et qui était déjà le théâtre tout-terrain, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, et avec qui je suis toujours plus ou moins. Et donc, j'avais sympathisé avec une troupe française, mais cette troupe française, chaque fois qu'on faisait des matchs avec eux, ils étaient une troupe de théâtre, en même temps très intéressés à l'improvisation, on avait du mal, et puis il y avait une équipe d'improvisateurs, même pas d'improvisateurs, de l'école Serge Martin à Genève, qui était par là, on les rassemblait, puis on jouait contre eux. Là, c'était pour la partie française. Mais il y a eu un premier championnat d'improvisation en 95, monté par Françoise Préfumeau, qui était ma partenaire de jeu, qui va être ma partenaire de jeu, Isabelle Ingold, qui est partie à Besançon. Donc ça a commencé tout doucement comme ça, et puis on avait les Québécois comme Roberto Sierra, qui venaient nous faire des petits stages, qui nous expliquaient oralement ce qu'était l'impro. Tu parles d'un championnat, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors on a monté un championnat d'impro en 95 à Genève.
Je dois dire que moi, je ne veux pas participer directement à tout ça. J'ai toujours été un rapporteur. J'ai deux choses qui m'ont monté ces 30 dernières années. C'est l'écriture et l'improvisation. J'ai l'impression que l'improvisation m'a toujours rattrapé comme ça par le col. Il me dit, attends, tu ne vas pas t'en aller, j'ai besoin de toi. Enfin, j'ai toujours cette impression que l'improvisation me reprend par le collet, me dit, reviens là, attends. Donc j'ai écrit des petites choses, parce qu'on avait un site qui était monté par Tony Romaniello, qui s'occupe du théâtre Les Arts, aujourd'hui à Genève. Et ce site était très très bien fait à l'époque, pour l'époque, très informatif. Donc je pouvais mettre des choses. Par exemple, une des premières choses que j'ai fait, c'est tout bête aujourd'hui, j'en ris presque, c'est de faire la liste des catégories, mais de donner 3-4 phrases qui expliquaient cette catégorie-là, elle fait ci, elle fait ça, Molière, 2-3 mots qui expliquent ce que c'était que Molière. Donc j'avais aussi... Est-ce que tu peux juste nous donner 2-3 exemples, parce que c'est très concret, de catégories Molière ou de ce serait quoi, ben c'est les mêmes qu'on trouve aujourd'hui, mais moi j'adorais les catégories venant du théâtre. Tchekhov, Marivaux. Donc là-dessus j'avais... Est-ce que tu peux juste nous donner 2-3 exemples concrets de catégories et de tips que tu donnais pour ces catégories? Ben moi, je travaillais beaucoup sur j'aimais bien les catégories théâtrales, comme Marivaux, Shakespeare, Molière. Donc j'essayais d'expliquer aux gens 2-3 mots sur Shakespeare. Shakespeare, c'est les émotions, les personnages sont poussés à l'extrême. Quand vous faites du Molière, il faut penser à avoir des noms de personnages un petit peu très français, mais qui expriment déjà ce qu'est le personnage. Il y a des rapports de bourgeois et de valets, il y a des choses comme ça. Et puis on partait avec 2-3 phrases comme ça. Marivaux, qui était très subtil, il fallait expliquer qu'il y avait cette espèce de déclaration amoureuse qui n'en était pas, le travestissement. Donc c'était des choses comme ça, en expliquant ce qu'étaient ces catégories. Je trouvais que ça avait, même en France, un petit peu de résonance, parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec l'équipe de Genève, on est parti explorer la France de ces déserts d'improvisation. Il y avait Le Havre, Paris, on avait été accueillis merveilleusement par Papy dans les Yvelines. On avait été accueillis à Nîmes, surtout au Havre, à Strasbourg, à Lille. Je voyageais moins que les autres, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'autres villes, même si on avait d'autres, hein, mais c'était vraiment des points d'ancrage en France, entre 90 et 2000, très très légères. Et donc vous arriviez comme ça, vous ne connaissiez ni d'Ève ni d'Adam, et puis on montait sur une scène d'impro, et puis il y avait une rencontre qui se faisait. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que limiter une catégorie d'impro d'un auteur type Molière, Shakespeare ou Marivaux à 3, même 5, même 10 lignes, en fait, c'est pas inévitablement condamner les improvisateurs à faire une parodie? Bah écoutez, même si on faisait un peu de parodie, moi j'étais très content, parce que il y a des moments où ça peut marcher, mais avec des gens très forts, mais on était au stade où vous commenciez un Shakespeare, et puis vous aviez quelqu'un qui rentrait dedans, puis qui lui disait j'ai perdu les clés du camion. Alors ça peut être du Shakespeare, mais c'était pas tout à fait ça. Donc il fallait recadrer un petit peu ça, parce qu'à chaque fois... puis moi qui venais un petit peu du monde du théâtre, qui prenait Marivaux très au sérieux, c'était un petit peu difficile donc c'était cette idée-là. Donc même s'il y avait un petit peu de parodie, il fallait donner une couleur. Et respecter, me semble-t-il, je l'ai dit dans mon livre à l'époque, respecter l'esprit un minimum. Donc il y avait sûrement un peu de parodie. Quand je vois des gens aujourd'hui, un spectacle, je ne l'ai pas vu, mais un spectacle Molière que vous avez fait à l'Improvidence, il y a Gaëtan Bayot qui fait un spectacle Molière. Ça doit être magique à comparer de ce que j'explique là, hein. C'était quelques lignes, mais c'était déjà un bon cadrage. À l'époque aussi, on avait supprimé le langage poétique. Il y avait une catégorie qui s'appelle langage poétique. J'étais très déçu parce que j'adorais qu'on puisse faire des choses un petit peu différentes. Donc il y avait comme ça toute une liste de catégories sur lesquelles on s'était arrangé avec les Français. Et quand on allait les voir, il y avait cette base-là.
Je vais continuer d'enfoncer le clou. Et imaginons, on joue une Molière, c'est d'accord, je m'appelle Ganarelle, on s'appelle Elvire, j'ai un langage soutenu un peu à l'ancienne et je crée un quiproquo, c'est bon, je fais une Molière et j'espère que l'équipe d'en face a les mêmes codes. C'est comme ça qu'on fait? Ouais. Et ça suffit? Bah déjà, c'était déjà satisfaisant et puis en même temps, c'est très porteur. On en reparlait dernièrement avec Philippe Noz de l'équipe de Nîmes. On a un souvenir on sortait de la voiture, on est monté sur la scène, on a fait une Shakespeare, et rien qu'avec ces quelque chose, et puis chacun ses connaissances personnelles, on a fait une Shakespeare de 10 minutes dans un match d'impro dont on a toujours le souvenir, on a tous improvisateurs des souvenirs magiques. Oui, ça suffisait pour créer autre chose que bonjour, qu'est-ce que tu fais? Deux personnes l'une en face de l'autre qui discutent. C'est important de sortir, on occupe l'espace différemment quand on fait une Molière, une Shakespeare. On se tient différemment, il y a un roi qui va arriver, il y a une reine. Il me semblait que déjà c'était bien ça. Et il y avait toutes les autres catégories, mais c'était des catégories théâtrales, mais j'aime beaucoup ça personnellement. J'avais commencé mes premiers ateliers avec enseigner les catégories également. Si tu avais la liberté de créer des catégories ou si tu devais proposer des catégories d'auteurs, si je devais t'en donner une petite liste, tu garderais quoi et tu ajouterais quoi? Je garderais les trois dont on vient de citer, bien sûr. Et puis on pourrait explorer, mais là ça demandera un peu de travail, des Wajdi Mouawad, et puis aller plus loin, effectivement, dans les Shakespeare, parce qu'il y a différents types de Shakespeare ou peut-être de Molière. Je ferai aussi quelque chose que j'adore sur l'histoire de l'impro et du théâtre, c'est ces catégories parades, ces improvisations, ces spectacles de théâtre qu'on faisait au XVIIIe siècle absolument magiques, ou qui étaient semi-improvisés, puis que quelqu'un a écrit les parades de Gueulette, par exemple. Je suis mort de rire, c'est comme des spectacles de clowns, des sketchs de clowns, mais avec les codes de l'époque, la jeune femme dont le papa veut marier, son père veut marier avec un jeune, et puis on veut un autre, elle ne veut pas un vieux, elle veut un jeune, donc des trucs très classiques, mais il y a une telle verve du langage, donc j'explorerai aussi ce genre de choses, par exemple. Je conclue sur ce sujet. Comment toi, en tant que spectateur de spectacle d'impro, tu viens à un spectacle, tu vois une catégorie de Tchekhov et un joueur arrive et dit bonjour Igor, la step est drôlement plate. Oui, j'ai fait un cassoulet. Est-ce qu'il y a satisfaction ou non, là, à moins que ça soit des joueurs émérites qui ont fait ça en toute connaissance de cause et puis qui se retrouvent... Parce que ça, c'est un accident, ça peut être génial. Mais on n'en était pas à ce stade-là, on se posait des questions oubliées. Parce que là, j'ai utilisé les prénoms, j'ai pris un cadre géographique qui signifiait la Russie. C'est bon, j'ai fait Tchekhov, non? Ouais, non, mais il y a une ambiance, il y a une façon de parler qui n'est pas tout à fait... on change. Une façon de se tenir corporellement qui, quand tu dis Tchekhov, de mon point de vue, change les choses. Parce qu'on rentre dans la magie du théâtre, on n'est plus là deux à discuter et à commencer par des banalités où on est tout de suite dans autre chose. Moi, je trouvais ça magique. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu l'impression, quand tu jouais un match ou assistais à un match, que les arbitres proposaient des catégories alors que personne ne savait? Par exemple, on y va, Marguerite Yourcenar, et on se dit, en fait, est-ce qu'il y a un joueur qui a lu L'œuvre au noir ou un bouquin de Marguerite Yourcenar? Ça, je n'ai pas eu, mais je suis d'accord avec toi, il pouvait y avoir des catégories, mais dans ce cas-là, il l'avait expliqué un petit peu avant, et donc on avait une couleur, un petit peu comme mes deux phrases. Donc on pouvait imaginer quelque chose. Mais ce qui m'a porté, c'était qu'il y a un minimum de respect, et quand tu cassais ce respect de la catégorie, il fallait que ça soit pris comme un super accident et qu'on puisse rebondir dessus, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Donc je préférais qu'à notre niveau, on garde et qu'on parte là-dessus pour faire quelque chose, faire monter le niveau. Moi, j'ai été plutôt puriste de ce point de vue-là. Après, j'arrête. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans les matchs des catégories, ça s'oriente de plus en plus vers des rapports cinématographiques. Donc, on va proposer des choses, j'en sais rien, à la manière de Quentin Tarantino, ou à la manière d'une télé-réalité, ou à la manière d'un téléachat. Est-ce que c'est une évolution que tu ressens? J'avais déjà ressenti à l'époque. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non, personnellement, moi, j'ai évité ce genre de choses, en tant que joueur. Pas parce que j'étais nul, pas parce que je ne me sentais pas pouvoir apporter quelque chose.
Alors quand il y avait une catégorie théâtrale de type Shakespeare, j'étais plutôt volontaire pour y aller, même si en tant il fallait être courtois. Pour moi, la courtoisie était importante. Il fallait que tout le monde joue et que les filles puissent s'exprimer. On était 8 à jouer. À un moment donné, même si toi, tu avais envie de jouer la Shakespeare parce que tu adorais ça, bah, si tu avais une fille qui n'avait pas l'habitude de jouer du Shakespeare, et puis qu'avec des yeux comme ça, dans le coaching, te dit « j'aimerais bien y aller », tu laisses tomber, tu auras peut-être l'occasion de rentrer plus tard. Donc, moyennant ce genre de choses, tout était possible. Ouais. Mais c'est personnel, hein. Moi je ne suis pas trop catégorie comme ça, télévisuelle et choses comme ça, même si, quoi, Quentin Tarantino, ça peut être intéressant. Mais la téléachat, ce qui est intéressant dans le téléachat, c'est le split. Hop, on coupe, on passe à autre chose, tac, on coupe, on passe à autre chose, c'est la vitesse. Ça peut être intéressant, mais en dehors de ça, c'est le genre de choses que j'ai évité en tant que joueur, c'était pas du tout mon style et j'étais assez nul. Je vous propose qu'on continue sur l'écriture, le manuel d'improvisation théâtrale. Et avant d'aborder le contenu, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir pourquoi est-ce qu'on écrit un livre. Allez, je vais dire que c'est le premier livre que tous les improvisateurs ont eu, dont on a beaucoup entendu parler il y a une quinzaine d'années. Et la quête de sens, est-ce que tu te sens en disant « Ok, j'ai l'impression que l'impro a besoin d'avoir des références, a besoin d'être davantage inspiré ou influencé par le théâtre, par ces grands auteurs dont tu es passionné. Qu'est-ce qui donne naissance à l'envie d'écrire un livre et à l'envie de transmettre quelque chose? Donc, désert, on parlait de désert, là il y avait un désert de base, c'était une transmission orale. On parlait des Québécois qui nous enseignaient les choses. C'était entièrement oral, la transmission. Vaguement, j'avais pu lire le livre de Gravel, c'était déjà mon point de départ, pas facile à procurer. Donc, il y avait une transmission orale, c'était pas du tout suffisant pour moi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et comme j'aime écrire, j'écrivais les discours du PDG de l'entreprise. Il fallait que j'écrive, c'était une maladie chez moi. Donc, j'écrivais le journal de la FIG, à Genève aussi. Je faisais des comptes rendus de match, il fallait que j'écrive. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir le faire, quelqu'un le fasse, parce que ça devient urgent, il n'y a rien. Et je me suis dit que je devais le faire, pour cette raison d'aimer écrire, il fallait aimer écrire, bien que ça ne soit pas... C'était une écriture journalistique qui demandait un certain niveau d'abstraction quand même. J'étais bosseur, c'est-à-dire que j'ai lu tous les livres à l'époque que je pouvais lire en anglais. Et il y en avait? Il y en avait, ouais. Il y avait beaucoup de livres outre-Atlantique, c'est ça? Ouais. Beaucoup moins que maintenant. Tu pensais à quoi? Je pense à quoi? Je pensais à ceux de Del Close, Keith Johnston, déjà. Et puis il y en avait d'autres, des auteurs pas très connus qui faisaient des livres comme ça. Et je crois que je les ai tous lus à l'époque, sur l'histoire aussi. Sur l'histoire de l'improvisation, j'ai tout lu, tout ce que j'ai pu trouver, que j'ai pu commander sur Amazon.com. Donc j'ai tout dévoré. Donc Amazon existait déjà à l'époque, hein. Oui, il me semble. Ouais, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait pour trouver tous ces livres. Est-ce que ça a changé ta manière de voir l'impro, justement, tous ces livres outre-Atlantique, en général anglais ou américains, qui décrivent très, très peu sur la notion de match, de compétition, ou de logique ouillée. Enfin, il y a le ISN, mais qui utilise souvent beaucoup d'autres mots. Est-ce que ça a changé du coup après ta manière de voir? Non, ça m'a donné l'assise. Ce qui a changé, c'est qu'il fallait expliquer à tout le monde que l'impro, c'était pas le match. C'est-à-dire, j'ai monté un peu plus tard un petit spectacle de 25 minutes où j'expliquais que les Québécois avaient créé l'impro. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas créé le match, ils avaient créé que le match d'impro. Ils n'ont pas créé l'impro. Donc il fallait expliquer ça. Et puis je voulais faire un livre aussi qui permette, parce que l'impro est un peu, on en parle toujours, un petit peu déconsidéré, on est toujours un petit peu, ça change beaucoup, hein, d'après ce que j'ai pu voir ces dernières années, mais à l'époque, on était des nains de jardin par rapport aux gens de théâtre. Donc je me suis dit, il faut donner un petit jeune qui fait de l'impro, qui débute l'impro, le minimum vital, qui puisse avoir une conversation
avec quelqu'un qui fait 3 ans d'école de théâtre, qui sache qui c'est Stanislavski et qui sache d'où il vient lui, cette culture de l'impro, du match, d'où ça vient, et pas que seulement du match, qui sache que le match d'impro, ça a été fait par Keith Johnstone et d'autres, mais que c'est pas la seule façon de faire de l'impro, qu'il y a des gens qui ont commencé dans des bars, d'essayer d'avoir une vue globale, minimale, avec le manuel d'impro. C'était ça que le petit jeune qui démarre avec son match d'impro, ils savent de quoi il parle. Et il ne passe pas pour un rigolo, alors peut-être pour le jeu, il peut passer pour un rigolo, mais face, dans sa discussion, avec quelqu'un qui sort d'une école de théâtre, qui a un bagage minimum, voire plus important. Oui, c'est ce qui dénote en fait de l'écriture du manuel d'improvisation théâtrale, c'est que c'est entre guillemets vulgarisé, si je peux me permettre, c'est très facile à lire, ça se lit vite. C'est important, ça. Et il y a un contenu qui est complet pour un premier livre d'improvisation, qui est pas forcément une tâche facile, parce que faire simple, c'est souvent compliqué. Donc j'imagine qu'il y a eu énormément de travail en amont. Et avec les influences dont tu parlais tout à l'heure, tu as parlé de Second City à Los Angeles ou à Las Vegas. À Las Vegas. Où tu es allé, c'est ça? Ouais. Un peu plus tard, hein, entre le premier et le deuxième livre. Je pense que je suis allé à la fin du deuxième livre que j'ai écrit. Ouais. Ça permettait de valider ce que j'avais pu voir, de me donner, voir un petit peu comment ça se passait. Ouais. Et quels ont été les retours de la diffusion du premier livre? Comment tu le diffuses? À qui? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que c'est nouveau dans le paysage français à ce moment-là d'avoir un livre sur l'impro qui est une référence, entre guillemets. Ouais, et puis j'avais aucune idée. J'avais pas tellement de légitimité. J'étais pas un grand joueur. J'étais en plus totalement amateur. Comment ça allait se passer? Mais j'avais été rassuré. J'avais été rassuré par ma sœur qui était journaliste, qui m'a dit « Attends, il y a du boulot. C'est pas n'importe quoi. Je connais rien à l'impro, mais c'est quand même béton, tu vois. » Donc j'étais rassuré. J'ai essayé de trouver des éditeurs. Ça m'a fait perdre 1 an. Le seul qui m'ont répondu, c'était Actes Sud Théâtre, qui m'ont dit on ne veut pas faire d'impro, mais c'est pas. Ils ont hésité, quoi. Bah, à ce moment-là, j'ai dit parce que je voulais surtout pas que ce soit un éditeur pas connu. Je voulais faire rentrer l'impro dans la grande porte. Donc, si je devais être édité, il fallait que ce soit Seuil Théâtre, enfin, quelque chose de connu, pas le petit éditeur sympathique et peu connu. Il fallait que ce soit un grand éditeur de théâtre. Donc, à partir de ce moment-là. J'ai dit, je vais faire de l'auto-édition, je me débrouille tout seul, quitte à pas avoir d'éditeur. Alors maintenant, effectivement, ça serait peut-être plus facile à trouver, mais à l'époque, non, en 2003, 2002, trouver un éditeur, voilà, ils ont hésité, Actes Sud a failli le prendre, mais finalement, ça a été mieux comme ça, parce qu'aujourd'hui, je continue. Alors ça a été un travail de dingue, au dépend même de ma carrière d'improvisateur et peut-être de ma carrière principale, mais il a fallu que tous les jours... la rançon du succès faisait que je devais faire les paquets. Je devais m'occuper de la diffusion. C'était infernal. Et il y a eu une période de pic où les 2 livres se vendaient à fond. Et donc, moi, je passais avec ma femme aller 3-4 fois par semaine à la poste. Tu as une idée de combien tu en as vendu du premier manuel d'improvisation théâtrale et le deuxième, si je ne fais pas d'erreur, 300 exercices d'improvisation théâtrale? Je pense que ça a beaucoup ralenti. Là, j'ai eu un gros choc depuis 2-3 ans. À cause du fait, de mon point de vue, que ça ne soit pas diffusé sur Amazon. J'ai perdu la vente Amazon. Et Amazon, c'est une grande bibliothèque. Et au moment où je vendais le plus, c'est au temps d'Amazon, parce que ça affiche la lecture. Tout le monde sait qu'il existe, le livre. Et donc, les libraires me le commandaient, autant qu'Amazon. Donc je pensais être à 20 000, peut-être plus. Je n'ai pas regardé ces 2-3 dernières années. 20 000 juste pour le manuel ou pour les Non, deux? Je crois que le manuel doit être à 12. Et l'autre, le second, qui est plus fouillé, a rattrapé le premier, j'imagine. Je vends beaucoup plus aujourd'hui de 300 exercices. Ce qui me paraît normal, hein, ce qui veut dire que le niveau des improvisateurs monte aussi, parce qu'il est beaucoup plus fouillé, on peut aller beaucoup plus loin. Les 100 exercices que j'avais préparés dans le manuel, je les ai faits en quelques heures. Je les avais en tête quasiment, je lisais 2-3 livres pour me les rappeler, c'était les choses qu'on faisait habituellement. L'autre a été beaucoup plus travaillé pour... Il y avait une urgence dans le premier.
Le premier manuel d'improvisation théâtrale, je crois, c'est donc un peu la table des 10 commandements. Oui, alors ça, c'était passionnant à faire. Tu t'en souviens encore? Ouais. Des 10, oui, il faut que je les en ai oubliés quelques-uns, comme ça je ne pourrais pas les réciter, mais il y en avait 11 pour moi, mais les 10 premiers. Mais ce qui est intéressant, c'est j'avais besoin de ce niveau d'abstraction, de réfléchir. Il a fallu des heures de réflexion pour essayer de trouver en un mot le principe de base, la valeur de base, comme ça, de l'improvisation, qui donne les fondements théoriques. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut être bon, un grand écouteur, un grand percuteur, un grand singer, mais au moins on peut avoir les valeurs de base. C'est pour ça que quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, il y a encore des gens qui me disent « mais moi j'ai donné mes cours à l'école d'infirmière, j'ai utilisé ton livre ». C'était complètement extravagant pour moi. Moi, j'ai fait ce livre uniquement pour les improvisateurs. Je n'avais pas fait ce livre pour les gens de théâtre, et beaucoup de gens de théâtre l'ont acheté. Je n'ai pas fait ce livre pour aider à faire de cours. C'était pour les improvisateurs, dont je vous ai décrit un petit peu l'idée que j'en avais pour qu'ils aient le minimum de culture. Aujourd'hui, si tu le relis ou quand tu le relis, est-ce que tu es toujours OK avec tout ce que tu as écrit? Est-ce que tu referais pareil? Sur trois points de détail, j'approfondirais encore l'histoire un petit peu plus. Et 2-3 points de détail que je n'aimais pas trop. Je ne suis pas sûr d'avoir pas dit quelques bêtises sur le fait. À quoi tu penses? À la vitesse de jeu. Ça me plaît. Moi, chaque fois, je jouais plus lentement. Je venais du théâtre, peut-être, je ne sais pas pourquoi, je jouais un peu lentement. Donc on me disait vite, 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 vite. Donc j'étais gêné un petit peu par ça, parce que je jouais contre ma nature, et puis il fallait faire vite. On avait que 2 minutes dans une impro, le plus souvent 3 minutes. Donc je crois que je jouais trop lentement, donc il fallait jouer vite. Alors c'est vrai qu'il faut aller vite dans l'impro. L'impro par elle-même, c'est une création rapide, il faut aller très vite. C'est magique, mais il faut aller très vite dans le coaching, il faut aller très vite, mais on peut jouer très lentement. On peut faire une pause. Mais ça, en match d'impro, on ne peut pas le faire. Hein. C'est après que j'ai découvert tout ça, faire une pause. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de pause dans un match d'impro? Parce qu'on est un peu débutant, peut-être maintenant on pourrait le faire. Hein. Mais à l'époque, non, c'était pas imaginable. Même, j'avais fait un stage avec Keith Johnston, avec les improfessionnels. Il nous expliquait des scènes, il dit, mais ça, en théâtre sport, c'est impossible à faire. Le gars qui rentre et qui met 30 secondes à 1 minute pour rentrer sur scène, sauf s'il fait une impro solo, il y aura toujours quelqu'un qui va rentrer. Mais ça, on s'en rend compte plus tard, quand on fait moins de matchs d'impro. Mais à l'époque, on ne faisait que ça, il n'y avait que le match d'impro qui était de l'impro. Après, les choses ont énormément évolué. Je fais une petite parenthèse, tu parles de Keith Johnston et du théâtre sport. Est-ce que c'est la même chose que le match? Si ça diffère, en quoi, selon toi? Je connais assez peu la philosophie de Keith Johnston. Je me suis plus intéressé à la philosophie américaine, donc il faudrait demander à des spécialistes comme Yann Parizeau ou Mark Jane. Mais en même temps, il y a un esprit qui est un petit peu le même quand même. Moi, j'aimais bien aussi le côté compétition dans le match d'impro. On s'est toujours posé la question. Mais en même temps, ce qu'on faisait, le compromis qu'on faisait, c'est qu'on joue totalement avec les autres, dans l'acceptation. On ne cherche pas à gagner le point. Mais dans les 3 dernières impros, ou peut-être la dernière, on va chercher à gagner le point. Ça faisait partie On a trouvé ce compromis comme ça, parce qu'on s'est toujours posé la question. Tu parles de l'improvisation américaine et tu as parlé de Day Close. Qu'est-ce que tu gardes de ces lectures, de ce que tu as vécu de l'improvisation du courant Day Close, entre guillemets, si tu avais... Alors, moi, j'ai trouvé ça magique, notamment parce que c'était le premier qui avait parlé de longue forme, de longues impros, d'impros de longue haleine, comme j'aimais bien les appeler. Et en même temps, c'est le premier qui avait dit, me semblait-il, de manière très explicite, l'impro est un art. Donc, dans le premier livre, par exemple, on peut parler d'Alain Knapp ou d'autres choses, j'avais éliminé tous des gens qui utilisaient l'impro comme outil pour faire un spectacle. Ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Je voulais que des gens qui pensent que l'impro soit un art absolu. C'est un peu radical, et Day Close pensait comme ça. C'est-à-dire et même Keith Johnston, dans le stage, à un moment, il dit, mais... Il a dit, j'ai cru le comprendre, il a dit, mais finalement, c'est ça, le théâtre, c'est l'impro pure. Quelque part, il disait que c'est ça le sommet, c'est quand on fait l'impro pure. Mais il avait presque dit lui aussi, donc c'est sous-jacent dans sa philosophie. C'est pour ça que j'ai parlé de lui, que c'était important de parler des gens qui ne parlaient que d'impro,
au sens artistique pur, la finalité de l'impro. L'impro comme finalité. Et du coup, Desclos s'inspire, entre autres, dans une réflexion philosophique pour aborder et puis bon, l'écriture. j'aime bien cette idée aussi. Ils commencent à faire des spectacles dans les bars. Ils se disent on va faire de la politique, et puis ils se font avoir, ils font de l'impro, quoi. Ils s'aperçoivent que c'est ça qui rend la magie, faire de la promotion, de la propagande politique. Les gens n'avaient rien à faire. C'était la magie de l'impro qui avait pris le dessus, ou même, on l'a tous vécu ça, cette histoire qu'on racontait à Improsia dernièrement où je suis allé, où Michel Lopez, qui est un des coachs de l'équipe de France, dit on a monté un super spectacle, et puis c'était nul. Alors on a fait de l'impro, puis on a fait salle pleine. Ça, on l'a tous vécu quelque part, je pense, avec la troupe de théâtre du théâtre tout-terrain. À des moments, le spectacle qu'on a le plus joué, c'est celui qu'on a préparé en moins de temps possible sur un coin de table. Alors qu'on a préparé des tas de spectacles qu'on a bien joués, qui étaient bons. Et tu peux nous en parler de ce spectacle-là, justement? Basé sur l'impro, qu'on avait fait. C'était oui, c'est une bonne question, parce qu'il n'était pas inintéressant. Moi, j'étais l'inspecteur Bodega, par exemple, et on faisait des scènes improvisées. Donc, il y avait des personnages qui étaient fixés à l'avance, très typés, et qui racontaient une histoire très vague sur la manière dont... Donc là, c'était non improvisé, puis après, on faisait de plus en plus d'improvisation, ce qui fait que c'était le fouillis, en quelque sorte. Il n'y avait pas de lien, c'était pas du meurtre et mystère, c'était de l'impro, et les gens devaient... On arrêtait après le spectacle, et les gens se mettaient autour d'une table, on leur donnait un stylo et un crayon, et puis ils devaient dire qui était l'assassin. Mais nous, on n'avait aucune idée de qui était l'assassin, c'était que des impros, on avait un petit peu déliré. Donc eux, le public, se mettait autour d'une table, et puis essayait de reprendre la parole, il y avait un rapporteur de table, et puis raconter qui était l'assassin, en fait. Alors, ça arrivait que ce soit l'inspecteur Bodega, qui menait l'enquête à sa manière, ça arrivait que ce soit différents personnages. Donc ce qui était drôle, c'est que le public se mette tout d'un coup à écrire, à se rassembler et à désigner un rapporteur autour d'une table alors que le spectacle est fini. Et donc ça relance une deuxième partie, puis non, là, mais c'est magique, et c'était magique quelque part. Et puis on avait, avec cette troupe du théâtre tout-terrain, on était allé au Aurillac, on avait un moment, toutes les familles qui étaient là, donc on avait terminé au Aurillac, au festival d'Aurillac, il y avait les gamins de 2 ans, le plus petit, les miens qui avaient 8-9 ans, et puis on finissait par les gamins de 16 ans. Donc on avait monté un spectacle comme ça, avec 20 personnes, et puis on terminait au Aurillac au festival. Là, c'était pas de l'impro, c'était un spectacle conduit, et puis maintenant il continue à faire de l'impro, on continue à jouer l'impro, étant redevenu quelque chose d'important pour ce théâtre. Si tu devais écrire un nouveau livre sur l'impro, de quoi ça parlerait ou quel serait l'angle d'attaque? J'avais fait le plan, ce livre. Mais ce qui manque, comme je ne joue plus depuis 5-6 ans, j'ai arrêté aussi les stages que je donnais. Je ne peux pas le faire parce que j'ai besoin d'avoir des élèves, d'éprouver ça, parce que effectivement, d'écrire le manuel d'impro, c'était en même temps d'éprouver les exercices, d'être comme ça dans l'expérience et à la fois dans le côté intellectuel, où je faisais mes recherches. Donc c'était constamment ça. Et là, il me manque la pratique pour écrire. Et le principal chapitre, je crois que ce serait le jogging de l'acteur. C'est-à-dire que l'impro solo, mais pas l'impro solo en termes je veux faire un spectacle solo. Là, comment travailler moi solo? Parce qu'on est frustré. L'impro, c'est tellement magique qu'on fait un atelier. Quand on est amateur, on fait un atelier dans la semaine. Puis le reste du temps, on attend, on est coincé. C'est ce que j'ai vécu. Et puis j'attends la semaine d'après. Et puis c'est très court. Tandis que là, si tu peux travailler toi-même en solo, faire cette espèce de jogging comme d'autres ont s'entraîné, trouver un stimuli, et c'est ce qui m'est arrivé parce que je me suis retrouvé sans troupe, tout seul pendant quelques années. J'ai continué mes stages, mes cours, les cours que je donnais. Et moi-même, j'ai fait quelques spectacles solo, où j'ai fait des spectacles avec des amis. Donc, je veux dire, je n'avais pas d'atelier. J'étais que professeur, donc
j'avais éprouvé cette technique qui consistait à trouver des exercices solo pour se préparer soit un match, à un spectacle non solitaire ou un spectacle solitaire. Et j'aimerais bien faire 100 pages là-dessus. Ouais. Des exercices où, parce que les acteurs, qu'est-ce qu'ils font les acteurs? Ils vont répéter leur texte, facile. Devant la glace, ils font des jeux de mots pour la bouche, pour des choses comme ça. Ils ont toute une palette de choses comme ça. Nous, on n'a rien. On a quoi? Donc, j'aimerais bien faire ça à l'occasion. Pour l'instant, c'est pas dans mes plans parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres plans. Mais j'aimerais bien faire ça. Ouais. L'impro solo, on en discutait avec Gaspard Sheldred, dernièrement, que j'ai eu la chance de revoir. Lui, il a beaucoup travaillé dans cette impro solo. Moi, je regardais mes potes. J'ai trouvé tellement merveilleux les potes avec qui jouer. On avait monté en Suisse la troupe des Tripotés en 95. Et on se baladait dans toute la Suisse. Dans toute la Suisse romande. On faisait un peu en Haute-Savoie. On faisait des spectacles à 3. On était 2 garçons et une fille. C'était assez magique, mais à l'époque, quand j'ai commencé, c'était assez nouveau de faire ça à l'époque. Ça m'avait terrifié quand Vincent avait dit allez, on monte ça tous les 3. Avec Vincent Held et Françoise Préfumeau qui a joué à Lézard. Vincent Held qui a monté Poésie en Arrosoir et qui fait partie de la troupe à Yverdon du théâtre de l'Échandole. Superbe troupe d'improvisation. Et donc on se retrouvait à 3 et on faisait des systèmes avec catégories. Là, notre concept, c'était la catégorie, on n'arrivait pas à en sortir en quelque sorte. On était pris dans ce mode-là dans les années 90 à 2000. Donc Qu'est-ce que tu veux dire par on n'arrivait pas à en sortir? Non, je dis ça, c'est une blague, mais je veux dire, quand j'y repense, par exemple, il y avait une chose qui m'agaçait, c'est que on faisait systématiquement après chaque atelier, on terminait une demi-heure et on faisait un simulacre de match avec 2 équipes. C'est très bien, mais d'abord on perdait beaucoup de temps parce qu'on faisait des coachings. On n'imaginait pas faire de l'impro sans coaching. Maintenant, moi, chaque fois que j'ai des élèves, je leur fais c'est 0 coaching. Il n'y a pas de coaching. Même si le coaching est quelque chose de génial, mais ce n'est pas une façon forcément de faire de l'impro. On peut partir sans coaching. En faisant de l'impro, mais à l'époque, ce n'était pas évident. Donc nous, on connaissait que le match dans les années 95. Donc on a monté la troupe des Tripotés avec un système de catégories. On faisait la catégorie des chiens. On était les 3 et puis on faisait les des chiens. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Donc on le mettait bien comme ça. Donc on faisait des choses comme ça, on faisait des catégories théâtrales, on faisait ce qui nous plaisait, mais c'était hors match. C'était juste, on demandait des thèmes au public et on faisait 1 heure, 1 heure et demie de spectacle. Ce qui était pour nous extraordinaire, puisqu'on était quand même relativement débutants. Si tu rencontres quelqu'un qui débute et qui te dit « je voudrais avoir de la lecture », et tu peux lui conseiller 2 ou 3 livres, tu conseillerais quoi? Je conseillerais le mien, mais je conseillerais aussi les autres. Le premier, pour quelqu'un qui débute. Par contre, après, je conseillerais le second, s'il fait des cours, etc. Mais au début, je lui conseillerais le premier, parce que c'est une base. Donc sur les 3, tu conseilles les 2 que tu as écrits, hein? Ouais, mais il y en a d'autres que j'ai... Le problème, c'est que j'ai lu tellement de livres d'impro, tellement de livres de théâtre pendant des années, pour préparer le second, qui m'a demandé beaucoup plus de travail que le premier. J'ai fait beaucoup de cours, donc après, depuis 2011, je lis beaucoup moins de livres d'impro. Là, je me suis arrêté. J'essaye de lire des romans. Enfin, j'ai toujours la curiosité, mais je suis pas très mais par exemple, donc, le livre de Mark Jane. Les 2 que tu as non, ouais, parce que je les connais bien, mais je veux dire, j'ai pas lu entièrement le Nabla, le Mark Jane et d'autres. Mais je veux dire, je pourrais les conseiller sans. Il y a une chose qu'on apprend en impro et aussi à travailler aussi dans des multinationales, c'est la générosité, la concurrence. C'est-à-dire qu'on se réjouit du bonheur des autres, on se réjouit de la réussite des autres. C'est quelque chose d'important d'apprendre à ne pas être jaloux de la réussite des autres. Donc je les ai pas assez détaillés, mais je suis persuadé que le livre de Marc, de Nabla et d'autres que j'ai oubliés, celui de Christophe aussi, je les ai pas tous lus en entier, je les ai parcourus, mais ils sont magiques. Donc, mais je peux pas te dire, ça c'est par paresse peut-être. Je les ai pas assez étudiés. On mettra les références en commentaire.
Je reviens sur le manuel, non pardon, sur les 300 exercices d'improvisation théâtrale. Et je me dis, je suis improvisateur, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Christophe Tournier. Est-ce que tu peux me citer les 5 ou 10 exercices qui pour toi sont des exercices clés et qu'on devrait travailler tout le temps? Pourquoi? On peut pas faire les 300 tous les jours, mais il y a des incontournables. Les exercices incontournables de Christophe Tournier. Bon, des choses très simples, je dirais. Moi, ce que je fais quand je suis tout seul, c'est hop, switch, changer de personnage. Par exemple, il y a deux, trois exercices que j'adore. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais je les adore. Par exemple, c'est du coq à l'âne, je l'ai appelé. Je suis assis sur cette chaise et je change de personnage, et le plus longtemps possible. C'est-à-dire, je fais un personnage. Je suis dans une atmosphère, je suis dans un monde. Quelqu'un me dit switch, et là, dans la seconde, le plus rapidement possible, je change totalement d'univers et de personnage, et je continue. Mais une autre impro, un autre personnage. Et je fais ça le plus longtemps possible. C'est un exercice que j'ai vu chez Mike Napier. Je suis plus proche de... Donc j'adore cet exercice, je l'ai donné 10 000 fois, c'est encore un exercice d'impro solo, de préparation qu'on peut faire chez soi. Même si c'est moins motivant, on est d'accord. Mais c'est un exercice extraordinaire. J'en ai d'autres aussi que j'adore, c'est celui 2 personnes, un sur une chaise et un sur l'autre. Je dis quelque chose et lui doit répéter tout ce que je dis, mais c'est un peu ce que j'appelle la notion de marquage à la culotte. On est très près. C'est pas du miroir. Les exercices du miroir sont fantastiques. Et là, c'est ce que j'appelle, mais pour le football, hein, je suis proche du foot, le marquage à la culotte, on doit tout de suite répéter ce que dit l'autre et ne pas oublier, toujours répéter ce que dit l'autre. Et puis, quand l'autre fatigue, on enchaîne et puis lui répète. Donc j'adore cet exercice. C'est un exercice qui vient de Ruth Zapora. Depuis 2010, j'adore le travail qu'elle fait. Et il y en a un autre aussi que j'adore. Par exemple, tout bête. Vous avez 4 personnes, on dit une phrase. Ce soir, je vais au théâtre, des phrases toutes bêtes. Et puis quelqu'un va dire une autre phrase en anglais ou n'importe quelle langue. Et c'est le rythme, c'est la musicalité. Chacun dit la phrase, il y a des silences. Tout d'un coup, quelqu'un dit sa phrase, silence, ou ça s'accélère. Donc il y a tout un jeu d'écoute, de timing, de musicalité. J'adore aussi cet exercice de chez Ruth Zapora également. Tu cites à chaque fois, là tu viens de citer d'où venaient ces exercices. Ah, ça, est-ce que tu le fais dans ton livre? Est-ce que tu considères que c'est important? Ah oui. Ce que je vais appeler quoi? Une rétribution de d'où ça vient? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger où on s'en fiche dans les stages que tu vois, où tout appartient tout le temps à tout le monde? Pour moi, c'était... Je suis un rapporteur, je suis un messager, je suis un scribe. C'est important. Je n'ai rien inventé, moi. Je retranscris ce qui est déjà un énorme travail, la vérité de ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est déjà énorme. Donc si en plus je dis, attends, petit gars, c'est moi qui ai fait ça. Quelle importance. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher. Chaque fois que j'ai pu trouver un exercice de Stanislavski, fait il y a un demi-siècle, qui est quelque chose qu'on peut utiliser, nous, en impro, dans notre vie de tous les jours, je trouve que c'est une perle, c'est extraordinaire. Ça, c'est des instants de grâce quand tu trouves des exercices qui ont déjà été faits par quelqu'un il y a 100 ans. Pour moi, c'est magique. Et tu penses que c'est une pratique qu'on doit aussi avoir? Oui, comment tu te sens quand tu vois un exercice et que tu te dis, j'ai l'impression que clairement ça vient de là? Oui, parce que comme ça on voit mieux d'où ça vient, d'où on vient. Tout le monde ne fait pas ça, c'est pas évident faire ce travail. Hein. Mais au moins d'avoir l'humilité de se dire, attends, t'as des gens, t'as l'impression ils croient qu'ils font leur stage, mais ils sont de Jacques Lecoq, ils ont une couleur. Ils ne le savent même pas eux-mêmes. Moi, je suis un petit peu théorique, j'ai appris l'informatique, j'ai appris les sciences de la thermique, j'ai appris des choses comme ça. On cite la personne qui nous a donné la référence, chez qui on a trouvé cette découverte. Mon histoire, c'est pareil, on cite ses sources, et on peut creuser comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est justement la théorie de l'impro à l'américaine et la théorie de l'impro à la française? En imaginant, tu vas aux États-Unis et dire c'est quoi l'impro
en France, tu dirais quoi? Pas spécifiquement en termes de spectacle, mais en disant voilà comment on joue. On devine bien que, on dirait en 2 phrases, c'est pratiquer quelques généralités, mais si tu pouvais le faire. Moi, j'ai du mal à faire ça, hein, de donner une couleur. En plus, il y a la langue qui nous donne, quand c'est pas ta langue naturelle, tu comprends ce qui est dit, mais c'est pas... Là, j'ai du mal, mais moi, j'avais adoré voir Mike Napier à Paris en 2005-2006. Les gars étaient tous les uns comme ça, et puis zéro coaching, on y va. Moi, j'ai eu l'impression que l'impro américaine, c'est les premiers qui ont dit zéro coaching, on y va, on fonce, c'est la vérité de la scène. Donc pour moi, c'était ça à l'époque. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'impro. C'était ça qui m'avait fasciné. J'avais fait un cours au CERN. J'ai eu la chance de... Charna Appern était venue au CERN, et puis elle avait dit, on va faire de l'impro avec les physiciens. Et moi, je faisais l'animateur. Et puis, il m'envoyait les exercices que je devais faire avec les physiciens toutes les semaines. C'était magique. En plus, c'était juste avant mon 2e livre. Alors il m'expliquait, Christophe, tu peux leur faire ci, tel exercice. Donc il m'avait donné tas d'exercices. Et j'adorais cette improvisation américaine qui était très... je la comprenais mieux que celle de Keith Johnston, sur lequel j'avais moins percuté. Même si c'est extraordinaire, attention, c'est juste personnel. Je suis plus rentré dans cette improvisation type Mike Napier. Mike Napier disait, c'est pas joli, mais il disait « fuck your fear ». Moi je disais « on s'en fout ». À un moment donné, je disais, on s'en fout, c'est pas grave. On est là, je faisais ce que j'appelais le catch impro maison. Il fallait se lâcher prise. Et il fallait que moi, en tant que prof d'impro, je leur donne la possibilité d'être bien, de lâcher prise et de s'amuser, surtout avec les débutants. Donc, il me semble que l'impro française est peut-être plus théâtrale, même s'ils font des catégories aux États-Unis, peut-être plus sophistiquée au départ, mais ça change tellement vite. Qu'est-ce que ça veut dire plus théâtral et plus sophistiqué? Je pense qu'on faisait on a une expérience du théâtre. Je veux dire, l'équipe de France de match d'impro faisait des catégories théâtrales. Ils étaient très bons. Ils faisaient du Tchekhov, ils faisaient du Marivaux. Le peu que j'ai vu, ils étaient très bons. Alors peut-être que les Québécois étaient très bien aussi, mais je pense qu'il y avait ça. Mais ça évolue tellement vite. Mais l'impro a tellement évolué depuis même 10 ans. Je vous parlais du désert, mais quand j'ai commencé à présenter mon livre en 2003, ça avait déjà explosé. Ça a commencé à exploser en 2003. Donc les choses sont allées très très vite. Il y avait quelques bastions et les choses sont allées très très vite. Et maintenant, ça va encore plus vite. J'étais ébaudi quand je suis arrivé à Eprosia de voir des tas de personnes qui montaient des troupes, qui en même temps vivaient de ça. Il y avait beaucoup de professionnels qui en même temps, ce qui n'était pas évident de mon temps, d'être professionnel d'improvisation et de vivre de ça. Ils vivent avec les entreprises également, c'est génial. Donc il y a tout un réseau qui se crée et les gens peuvent vivre de l'improvisation. C'est magique et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays. Vous êtes smicard si vous faites ça. Enfin, quand je dis smicard aux États-Unis, vous ne vivez pas énormément, à moins que vous soyez une vedette, mais je ne crois pas que ça soit... Et alors au Québec, encore moins. En France, il y a une position, une aventure extraordinaire de l'improvisation, me semble-t-il. Et j'ai du mal à définir les styles. Hein. Je n'ai pas assez voir, même si je pense que cette improvisation est tout à fait extraordinaire, parce que le peu que je vois, sans doute ce que vous faites, ce que j'ai pu voir avec Slow Impro, j'avais adoré le spectacle de Mathieu Lowe, Slow Impro avec Marco, j'ai vu des choses comme ça dans lesquelles je me suis régalé. Donc le peu que j'ai vu, j'ai été sidéré de ce qu'on peut faire. Donc du point de vue du style, alors maintenant qu'est-ce que ça va devenir? Mais les choses évoluent constamment. Vous avez des jeunes, très jeunes, qui font des choses extraordinaires. Moi je suis constamment surpris et je l'ai été moi-même. Je me suis retrouvé dans des situations dans les années 90 où on nous disait bah, tiens, il faut animer des trucs. Tu disais mais le client est fou. C'est quoi ça? C'est pas possible. Allez, on y va. Et puis ça marche. Donc, et là, je vois des jeunes qui tentent des spectacles. Et ils sont bons. Et c'est absolument magique.
Et juste pour préciser les références, on parlait de Charles Alpern, de Dominique Napier, etc. On parle des 3 écoles, de Second City, de Improv Olympique et de Annoyance Theatre. Juste pour les références. Oui, avec Mike Napier, notamment. Tu parles d'une grande évolution, que les choses ont beaucoup bougé depuis les années 2000, 90. La professionnalisation de certains d'ailleurs, où on peut maintenant vivre de l'impro. Artistiquement, qu'est-ce que tu vois comme mouvement, comme changement, comme évolution, et qu'est-ce que tu as vu, pardon, et qu'est-ce que tu projettes de voir? Alors moi, ce que j'ai noté, parce que il me semblait que j'étais dans ce mouvement un petit peu au début, j'ai beaucoup aimé le travail avec Ruud Zapora, qui était très orienté danse corporelle. Et moi, j'étais plutôt un bavard, j'avais la réputation d'être bavard dans mes impros. Et de plus en plus, j'étais amené à travailler sur le corps. Et j'ai trouvé que de plus en plus, on travaillait sur le corps. Il y a une évolution là-dessus. Par exemple, Slow Improv, le Slow Impro de Mathieu, il y a beaucoup de travail corporel. Donc il y a une évolution, me semble-t-il, ces dernières années sur le travail corporel. Et il y a encore beaucoup à explorer sans doute là-dessus, alors que de mon temps, on faisait du match, mais on n'était pas, à part quelques bons mimes, de gens qui ouvraient très bien les portes, ce qui n'était pas mon cas, on était moyen. Par contre, on était extraordinaire sur d'autres aspects. Là maintenant, avec le travail, il me semble qu'il y a une évolution vers un travail corporel beaucoup plus fourni. Moi-même, j'ai pris cette direction dans mes cours. Et puis, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on peut aller dans des prises de risques que je trouvais moi-même. Déjà, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais l'impression de prendre des risques énormes. La nuit de l'impro à Jacques Dalcroze, de faire des longues formes comme ça d'1h30 avec 0,1 minute de préparation. Des choses comme ça qui maintenant sont relativement classiques pour beaucoup. Moi, j'aimais bien ce côté prise de risque. Alors maintenant, les évolutions, semble-t-il, sont plus dans la mise en scène. C'est vrai, quand on fait un travail d'écriture de plateau, on se dit, attends, faut qu'on pense mise en scène en même temps. C'est vrai qu'on dit que l'improvisateur, c'est à la fois un écrivain, à la fois un metteur en scène, et on a 3 têtes comme ça. Et donc là, on fait un peu plus de mise en scène maintenant, et peut-être qu'on va travailler dans cette voie-là. Et là-dessus, comme moi-même, j'ai arrêté de jouer depuis quelques années, je ne peux pas être... tout à fait, il faudrait que j'aille voir plus de spectacles. Mais il me semble qu'avoir le stage d'écriture de plateau, si on peut faire travailler cette mise en scène, en même temps que cette spontanéité, comme ça, d'être sur le vif, voilà, c'est fantastique. Alors comment on fait pour avoir une mise en scène cadrée et un esprit spontané? L'esprit spontané, on l'a. Par exemple, avec le travail qu'on fait sur le corps, je veux dire, c'est page blanche, il n'y a pas de coaching, ça n'existe pas. Donc on est capable d'aller très loin, de ne pas avoir peur, de faire du texte, de faire du corporel. Et la mise en scène, c'est quelque chose que les gens de théâtre ont beaucoup plus que nous, mais qu'on peut travailler beaucoup plus. L'occupation du plateau, il y a beaucoup d'exercices d'occupation d'espace qu'on peut faire, de rythme. Par exemple, moi je ne suis jamais arrivé en match d'impro à faire de la musicalité ou quelque chose de semi-dansé. La musicalité d'une improvisation, on en parlait tout à l'heure avec l'exercice que je vous citais, c'est extraordinaire. Vous pouvez faire une impro presque musicale, rien qu'avec des mots et des phrases comme ça. Ces silences que vous allez poser à des moments, ces pauses, tout d'un coup, tac. Alors dans le fond, on ne le fait pas, mais c'est des choses, il y a de quoi travailler là-dessus qui sont extraordinaires. Par contre, ces gens de la danse qui sont très corporels, ils n'ont pas ce côté cabotin. Nous, avec le match d'impro, on sait faire rire un public. Vous prenez à un moment donné, vous prenez n'importe quel acteur de français tels que je les vois, qui ont fait du match d'impro, comme les Québécois. À un moment donné, s'ils voient que ça pédale un petit peu dans la choucroute, ils vont sortir une joke. Et ça, c'est bien. Quand on est dans un moment difficile, il faut raccrocher le public. Si ça ne va pas, on peut raccrocher le public, le garder avec soi, peut-être avec une joke, tant pis. Parce qu'on n'est pas tout à fait parfait. Et on sait qu'on s'en sort dans toutes les circonstances. Et avec cette palette de silence, de corps
de mise en scène qu'on va sophistiquer, il me semble on fait du théâtre avec un grand T. Hein. Peut-être je me trompe, on a l'impression que les motivations du premier livre, Manuel d'improvisation théâtrale, c'était à la fois donner donc un support, notamment pour des personnes qui commençaient la discipline, et aussi pour montrer que l'improvisation n'était pas égale au match d'impro. Oui. Et pourtant, on a l'impression qu'à chaque fois que tu parles de spectacle, tu parles de match. Non, non, pas du tout. Je crois pas. Je ne vois pas des matchs, parce que moi-même, j'en faisais plus. Mais ça reste une base importante, justement pour apprendre à faire le lien avec le public, pour apprendre à se tenir sur scène. Mais en même temps, je trouve que le match d'impro est très difficile, maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur mon deuxième livre, j'ai commencé à changer ma perspective là-dessus. J'ai dit, le match d'impro, c'est trop compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que combien de fois j'ai flippé sur mon banc, je n'étais pas monté depuis 10 minutes, j'avais raté peut-être ma précédente impro. Vous êtes pris dans le flot de la gamberge. Hein. Alors quand on est pro, c'est pas un problème. Moi, je suis amateur, je joue une fois par mois, une fois tous les 2 mois des fois. J'ai pas le temps de me remettre d'un bide. Un pro, il repart le lendemain, il s'est planté une fois. Ça n'a pas trop d'importance. Il oublie. Mais quand vous jouez une fois tous les 2 mois, vous êtes un bon petit amateur, ça vous travaille. Donc je trouvais que le catch impro était quelque chose de moins sophistiqué, beaucoup plus simple. C'est pour ça que j'utilisais beaucoup ce que j'appelais le catch impro maison pour pas. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un, un semi-débutant ou n'importe quel joueur, vous le mettez pendant un quart d'heure, une demi-heure, malheureusement on ne peut pas pendant 1 heure, 2 contre 2, catch impro, la personne joue, elle n'a pas le temps de réfléchir, elle n'a pas le temps de gamberger, et elle peut s'exprimer, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais que c'était le premier pas. Le second devrait être l'impro solo, apprendre à faire de l'impro solo, de tenir 10 minutes, c'est énorme, 10 minutes solo, et en même temps de pouvoir jouer à fond pour pas gamberger. Moi je me souviens de ces moments de gamberge en match d'impro, j'ai fait partie de l'équipe suisse d'impro amateur jusqu'à la fin des années 2000, j'étais sujet à ça, quoi. La pression, on a mal dormi, on est à Paris, on a une demi-finale de mondial, ça gamberge, j'arrivais pas à résister à ça. Tu parles d'impro à l'américaine. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'ils ont de l'avance? Ou est-ce c'est nous qui avons de l'avance? Ou est-ce qu'on s'en fiche du mot avance? Si je devais vraiment dire... moi, à mon avis, on a de l'avance, je pense, maintenant. Mais je ne sais pas. Je suppose qu'on a de l'avance avec ce que j'ai dit, ce que j'ai vu à Improsia et ce que je vois de ce qui se fait quand je vois Facebook, tous les spectacles qui se montent. Je suis persuadé qu'on a de l'avance. Mais... il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire chez les Américains, c'est la générosité. Les Américains partagent énormément. Ils ne sont pas dans la concurrence à tout prix, lui fait ça, non, ils vont partager beaucoup plus. Ça, c'est un gros avantage. J'espère qu'on va on est un peu radin et en compétitif. Ouais, mais je pense. Mais je ne parle pas des improvisateurs, je parle d'un esprit. Par exemple, à Genève, les troupes on a parlé tout à l'heure, les troupes, me semblait-il, à un côté comme ça, ils se voient pas, ils ne se discutent pas entre eux. Hein. Alors que ça devrait être une émulation. Je crois alors que les Américains ne sont pas dans cet esprit-là tel que je les ai vus. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, de me renseigner sur un sujet, je vais aux États-Unis et je lis des bouquins, je me renseigne dans des blogs américains, je vais poser des questions à des Américains parce qu'ils sont totalement open. J'ai travaillé dans des multinationales, c'était génial de travailler dans une multinationale américaine, il y avait une espèce d'esprit, j'avais l'impression qu'on était les rois du monde. Christophe, j'ai envie de te poser une question. Pour se projeter, on a beaucoup parlé du passé, de l'histoire, c'est passionnant. Quelle est ta vision de l'avenir de l'impro dans le milieu culturel pour accompagner la société dans 10 ans? C'est quoi la mission de l'improvisation théâtrale, s'il y en a une? Moi, je suis déjà extraordinairement satisfait. Je trouve que c'est déjà magique ce qui a été accompli par rapport à ce que j'ai connu. C'est déjà magique et donc aujourd'hui, il y a une ouverture extraordinaire.
il y a des troupes professionnelles. Donc déjà, de reconnaître. J'arrive un petit peu à l'extérieur, je ne suis pas dans ce monde, mais tel que je vois, que j'ai pu voir à Improvisia, il faudrait s'arrêter et dire, attends, on a bien avancé. Moi, je me moque un peu de la reconnaissance, même si j'admire le travail que font par exemple Papy et JB avec l'impro, c'est magique, mais ça m'intéresse qu'à moitié. Je me moque un petit peu qu'il y ait de l'impro à l'école. J'en veux peut-être même pas. C'est une question que je pose, j'en veux pas. Par contre, que tous les profs savent ce que c'est que l'impro, parce qu'ils en ont besoin dans leur cours. Comment j'aborde mon cours, j'ai besoin d'imaginer des exercices pour les faire parler, pour les donner de l'expression orale, pour les dégourdir. Là, d'accord, mais de faire de l'impro à l'école, alors ça n'empêche pas qu'il faille le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique, parce que si on commence à faire ça, on va avoir des diplômes d'improvisateur. Ça, j'ai très peur de ça. C'est pour ça que je serais très satisfait. J'ai la vision un peu footballistique des choses, c'est pour ça que je parlais de... Chaque village a sa troupe d'impro. Par exemple, je fais partie à l'époque de l'équipe de Plein Palais. Je préférais m'appeler l'équipe de Plein Palais, quartier, plutôt que m'appeler les impros Trucmuche. Je trouvais que c'était mieux de faire partie. Ça, c'est le match d'impro, représenter un quartier. Alors après, tu apprends à éviter de... C'était pas le cas. Les Suisses n'étaient pas du tout supporters intransigeants. Donc on pouvait faire des matchs relativement à égalité. Donc la question ne se posait pas, et ça, on apprend son public à ça. Donc moi, il faut que tout le monde, que les gens soient formés à l'impro, qu'ils en fassent, mais que ça soit dans l'éducation. Ça peut être une option, hein, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ce soit systématique. C'est ma vision, parce que si on commence à faire des diplômes, des machins et des bidules, moi j'adore ce qui se passe aujourd'hui, parce que voilà, le village de X, grâce à l'initiative de Benjamin, par exemple, en Haute-Savoie, Benjamin Huet, il a commencé à monter des troupes. Il n'y avait personne en Haute-Savoie, comme je le disais. Maintenant, il y a plein de troupes en Haute-Savoie, dans tous les villages, presque. À Grenoble, il y a 40 troupes. C'est imaginable, c'est complètement dingue. Donc, de quoi on a besoin? L'impro est là, il me semble-t-il. Donc, je serais plutôt profil bas, parce qu'elle a besoin de liberté, l'impro. Par contre, quelque chose que j'ai trouvé génial, pour avoir assisté, c'est le match d'improvisation littéraire. Le chaos des mots, comme ça, vous pourriez le faire de manière plus systématique à l'école, parce que vous apprenez à vous exprimer oralement. Si c'est vous qui dites votre texte, vous apprenez à écrire très rapidement, parce que ça, c'est important dans l'écriture. Moi, j'ai commencé à écrire depuis quelques années, et là, je me suis dit, bon, ben là, j'arrête l'impro. Je commence à écrire, c'est pas la même chose. Tant pis. Et puis en fait, j'ai participé au National Writing Month, le NaNoWriMo, c'est un jeu qui a lieu tous les mois de novembre. Vous avez 1 million de personnes dans le monde qui doivent écrire 50 000 mots, ça fait un petit roman, en un mois. Ça veut dire qu'il faut 2 heures par jour écrire. Et écrire 2 heures par jour sans s'arrêter, sans jamais revenir en arrière, parce que sinon... sans corriger. Donc c'est un premier jet d'impro. L'essentiel, c'est d'écrire, c'est pas sans jugement, foncer. Donc je me suis dit, mais attends, c'est la même chose. Sauf que... Donc je trouve que, par exemple, le match d'improvisation littéraire, entre 2 classes, au sein d'une classe, le catch impro-maison pourrait se faire aussi, ce que j'appelle le catch impro-maison. Tu prends une salle de classe, tu mets 2 élèves, tu leur fais faire de l'expression orale avec quelques petits jeux d'impro. C'est des choses très simples. L'impro, c'est très souple comme ça. On n'a pas besoin de... Ça peut-être. Mais j'aimerais pas que l'État commence à rentrer dedans de manière trop importante. J'aime bien cette idée où on va trouver des partenaires privés qui trouvent ça intéressant. En Suisse, il y a beaucoup de partenaires privés, à mesure du possible, qui vous aident. Donc ça me paraît meilleur dans le long terme. Christophe, imagine, on est une boîte de production et on vient te voir pour te dire on te fait confiance sur quelque chose à faire en impro, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, les budgets sont illimités.
Ouais, je travaillerai sur l'impro solo. Donc là, c'est 0 budget presque. Sur l'impro. Moi, j'ai beaucoup appris avec l'impro dans de multiples disciplines. Je ferai un truc sur l'ordre spontané. L'ordre spontané, tout ce qui émerge d'en bas, de manière spontanée. Donc vous avez la philosophie politique, vous avez des tas de sciences comme ça, où vous pouvez creuser la littérature, où vous pouvez découvrir des germes d'ordre spontané. Donc si j'avais un budget limité, je ferais un espèce d'institut de recherche, l'économie aussi, où je privilégierais la recherche et l'émergence de l'ordre spontané. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire confiance à ce qui se passe, décentralisé, faire confiance aux petits, aux gens qui sont face aux éléments, et il ne faut pas que ça soit fait en haut, privilégier l'expression spontanée ou la création spontanée le plus souvent possible. Et il y a plein d'exemples qu'on pourrait retrouver. Le théâtre aussi, évidemment, hein, donc on peut faire des pièces de théâtre. Donc si j'avais un budget limité, je montrais une espèce d'institut de recherche comme ça, où on privilégie, je parlais de l'écriture, je parlais on parle du théâtre, mais il y a plein de sciences, d'analogies, où le spontané, la décentralisation, l'émergence du bas vers le haut est là, et d'essayer de travailler dans cette optique-là. C'est pour ça que je préfère cette notion un peu footballistique, où dans chaque village, on monte des troupes d'impro, plutôt qu'on attende que monsieur le responsable du conseil X nous dise « Ah, je vais vous trouver une petite salle, et puis je vais vous donner de l'argent, etc. » Je préfère ce truc-là où le gars dit « Attendez, j'ai pas mal de spectateurs, si ça peut vous intéresser. Oui, non, ah oui. » Que ça vienne d'en bas plutôt qu'en haut. Et c'est ce qui s'est passé dans l'impro française, me semble-t-il. Et peut-être plus qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais l'impro française, me semble-t-il, même si on va chercher des subventions à droite à gauche, parce qu'on est un petit peu obligé, mais elle est en position un petit peu plus de force, parce qu'il y a 20 ans, quand je vous le dis, il n'y avait rien. Petit match comme ça, On arrive à la dernière question de cette interview. Christophe, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, pourquoi tu fais ou tu ferais encore de l'impro? J'ai l'impression de toujours en faire. Bien ou mal. Aujourd'hui, je vis un peu comme un ermite. Je me promène à droite à gauche, je fais un petit peu de sport, et j'en fais tous les jours parce que j'écris un petit peu. J'essaye d'aborder mon écriture dans ce sens-là, c'est-à-dire de faire confiance au premier jet. Alors après, vous retravaillez. Donc j'ai toujours l'impression de faire de l'impro. En même temps, ça manque d'être sur une scène, de jouer avec d'autres. Ça manque aussi parce que c'est tellement magique de jouer comme ça. Donc je continuerai chaque fois que je pourrai, quoi. Pourquoi? Cette impression de bonheur total, corporellement et oralement, de s'exprimer, que je retrouve à chaque fois. Si j'ai 2 minutes d'impro, je suis en joie, c'est 2 minutes de bonheur. Donc c'est un apprentissage comme ça de bonheur constant. Quand vous faites un peu d'impro, vous avez 2 minutes de liberté. C'est magique. Pour moi, c'est magique. Donc je retrouve à chaque fois, j'ai retrouvé, quand j'ai commencé l'impro à 25 ans, on faisait un peu d'impro, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Alors maintenant, je peux m'arrêter, je suis devenu raisonnable. Mais ça reste toujours là, et je disais que j'ai l'impression que l'impro, après, te poursuit, te harcèle, même quand tu dis non, j'en fais plus, t'en fais plus ou moins. Je fais de la danse un petit peu, grâce au travail que j'ai fait avec Ruth Zapora. J'ai pas peur d'aller dans un atelier de danse. C'est de l'impro aussi. En toutes circonstances, il y a moyen de faire de l'impro. Christophe Tournier, merci. Merci beaucoup.